Motherland is counting on you. Motherland, Africa believes in you, my guys. Guy, the back. Yeah, the back. The back of the necessity. The back. Feel you the back. Ils étaient 9. 9 garçonnets âgés entre 5 et 12 ans. Et ils ont en partage le fait d'avoir rendu l'âme dans d'atroces conditions. Calcinés par le feu qui a réduit à néant leur insalubre dortoir où étaient entassées 80 personnes. Les sapeurs-pompiers n'ont pas pu intervenir à temps à cause de l'étroitesse de la ruelle qui menait à la demeure. C'était à la Médina, rue 6, angle 19. Nous nous souvenons sans doute tous de cette terrible nuit du 3 mars 2013, tant l'épreuve était terrifiante. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que nous nous présentons de nouveau devant vous pour parler des défis de l'insalubrité et du cadre de vie au Sénégal. Mais comment parler de cadre de vie sans repenser à cette page sombre de l'histoire de notre pays? Que les âmes de ces mômes reposent en paix dans les vastes jardins du paradis. Selon le dictionnaire de l'Académie française, les défis peuvent être définis comme un ensemble d'obstacles à franchir pour atteindre un certain objectif. L'insalubrité, c'est le caractère de ce qui est insalubre, c'est-à-dire nuisible à la santé. Quant au cadre de vie, il désigne l'ensemble des éléments entourant la vie du citoyen, concourant à son épanouissement personnel, professionnel et à son bien-être. Saviez-vous qu'au Rwanda, la matinée du dernier samedi de chaque mois est consacrée à des activités d'intérêt général sous peine de sanction? Saviez-vous, cher Auguste Assemblée, qu'en France, un graffiti implique une amende de 3 750 €, soit 2 459 839 francs CFA? Saviez-vous qu'en Suisse, un simple crachat implique une amende de 100 francs suisses, soit 59 752 francs CFA? Mesdames et messieurs, chers membres du jury, pensez-vous que toutes ces dispositions prises par ces pays n'ont pas été prévues dans le nôtre? Bien au contraire, le législateur sénégalais étant bien conscient, étant bien averti qu'un bon citoyen doit demeurer animé d'un respect strict de la chose publique et d'un esprit patriotique, a institué des normes. Oui, des normes. Saviez-vous que dans le code pénal, partie contravention, l'article 8 interdit d'inscrire des signes sur les murs ou de déposer des ordures sur la voie publique? D'ailleurs, ces comportements sont sanctionnés par les articles 2 et 3 du même code. Saviez-vous, charmante assistance, que la loi 2001, autant pour moi, 2001-01 du 15 janvier 2001, portant code de l'environnement, avait été élaborée sur la base de priorités bien définies, à savoir la lutte contre la pollution de l'air, la lutte contre la pollution sonore, la lutte contre la pollution des eaux et odeurs incommodantes. En particulier, le titre 2 nous parle de lutte et prévention contre les pollutions et nuisances. Saviez-vous que dans la loi 81-13 du 4 mars 1981 portant code de l'eau, le législateur sénégalais toujours prévoit toute disposition contre les pollutions des eaux? Saviez-vous, charmant public, chers membres du jury et co-débatteurs, que la loi 83-71 du 5 juillet 1983 portant code de l'hygiène prévoit des règles relatives à l'hygiène des habitations, à l'hygiène des installations industrielles, à l'hygiène des plages. Et les comportements qui ont été énumérés dans les articles L20 à L25 sont sanctionnés par les articles L73 et suivants du même code. Hadissa Monomton, étudiante en première année en sciences politiques. Pas besoin de vous dire que je ne suis pas juriste, mais nul n'est censé ignorer la loi. L'insalubrité. L'insalubrité sévit au Sénégal tel un vulgaire criminel en liberté.
Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, chers co-débatteurs, bonsoir. Je suis Henrielle Kadidja Tousso et j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a été contée par ma grand-mère. C'est celle d'une famille sénégalaise habitant le département de Rufisque. En plus de devoir faire face à la dureté de la vie, cette famille est contrainte de cohabiter avec des moustiques à proximité d'eau usée de couleur verdâtre et doit supporter les odeurs nauséabondes. Tout cela issu du canal à ciel ouvert de Rufisque. Cela est bien dommage et ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres. L'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Car à petit feu, nous sommes en train de perdre la guerre contre l'insalubrité dans notre pays. D'où l'importance capitale du sujet qui nous est soumis, à savoir les défis de l'insalubrité et du cadre de vie au Sénégal. L'insalubrité au Sénégal n'est plus un secret, mais une réalité palpable. Le Sénégal, terre de la teranga, dit-on. Mais cela ne devrait-il pas commencer par un accueil dans un cadre propre et agréable? Au lieu de cela, nous sommes confrontés par endroits à des mini-décharges à chaque coin de rue dans nos villes, à des excréments d'animaux dans nos ruelles, à une dégradation de l'environnement et à une pollution de nos espaces verts. Notre cadre de vie subit des agressions barbares et sans pitié de la part de l'insalubrité, qui n'est rien d'autre que le caractère ou l'état de tout ce qui est nuisible à la santé. Et peut se manifester par l'encombrement presque total des lieux ou l'amassement un amassement pathologique. 114 hectares de terre, soit 200 terrains de football, telle est là la superficie de la décharge de Mébus, qui constitue une réelle catastrophe écologique. 14 kilomètres de plages paradisiaques, polluées par l'activité industrielle et humaine. Pire qu'un crime contre l'humanité. Mais 30 ans en arrière, ma grand-mère me disait que le paysage n'était pas si funeste au Sénégal. Monsieur Michael, pouvez-vous nous éclairer sur les causes de l'insalubrité galopante au Sénégal? Bonne question. Excellente question, je dirais. Les causes de l'insalubrité au Sénégal sont multiples, diverses et variées. Mais attardons-nous sur les plus significatives, à savoir les causes politiques et les causes sociales. Honorables membres du jury, auguste assemblée, très chers co-débatteurs, veuillez recevoir mes salutations les plus propres et les plus salubres. Je suis Sié Michael Kambou et je traiterai avec vous des causes de l'insalubrité, mais aussi de l'impact de ce fléau sur le cadre de vie des populations. Tout d'abord, au plan social, la première cause découlant de l'insalubrité est cet aspect comportemental des populations. Oui, nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, contribué, soit de façon active ou passive, à créer la situation d'insalubrité qui prévaut aujourd'hui au Sénégal. Des sachets plastiques et bidons dans les rues, des tasses de café tout bas dans les toilettes, des cadavres d'animaux à gauche et à droite. Et le pire, le silence que nous gardons face à des personnes qui commettent de tels actes. Silence qui nous rend aussi coupables que ces personnes. Permettez-moi de passer à la seconde cause, car plus je parle d'incivisme, plus les regards dans l'Assemblée deviennent menaçants à mon égard. À côté de l'aspect comportemental des populations, se trouve l'explosion démographique qui crée une certaine promiscuité entre les populations. Promiscuité, bien sûr, qui crée l'insalubrité. Ceux qui connaissent très bien la ville de Saint-Louis connaissent certainement le quartier de Guet-Ndar. Quartier le plus dense en Afrique et le 5e le plus dense au monde. Quartier, selon un article publié dans le magazine Galsen en 2020, deuxième endroit le plus sale au Sénégal. Tout simplement parce que l'entassement, je dirais, des populations dans un seul endroit crée une surcréation de déchets qui devient un problème pour les autorités, mais aussi pour les populations. Face à cette urbanisation galopante, l'on constate que les politiques essaient de mettre en place des systèmes de désengorgement des populations. C'est très bien, oui, mais le souci en est que quand ces projets ne sont pas accompagnés de services d'assainissement adéquats, l'on se retrouve avec des villes comme Rufisque ou des banlieues dakaroises où la gestion
des déchets solides et plastiques devient titanesque pour les populations. Constatez par vous-même devant l'université, cette eau noirâtre, encore plus noire que mon teint noir, qui sort et qui circule dans les artères de Dakar. C'est une honte. Mais nous sommes à la cause de cela, parce que nous jetons même les ordures dans les toilettes. Ces ordures qui vont et créent d'énormes bouchons dans les canaux d'évacuation des eaux usées, obligeant les eaux à remonter à la surface. Il est aussi important de pointer du doigt la responsabilité de l'État et des collectivités locales en ce qui concerne l'octroi de grandes surfaces aux fins d'exploitation chimique. Que dire aujourd'hui de ces populations de la commune de Bagny et de Rufisque qui, à longueur de journée, de semaines, de mois, sont obligés de respirer ces poussières toxiques qui viennent de la Sococim? Que dire des populations de Bodienne et de Taïba où se trouvent des carrières d'exploitation de phosphate et de calcaire qui voient leur endroit paradisiaque transformé en lieu infernal? Que dire de ces 14 kilomètres de plage pollués par la production industrielle à la baie de Han, où il serait aujourd'hui suicidaire de mettre un doigt dans cette eau? Voilà la situation qui prévaut aujourd'hui. Et la cause la plus patente se répercute sur la santé des populations. Car oui, l'environnement que nous salissons, à son tour, impacte sur notre santé. Ces sachets que nous jetons dans la rue sont mangés par nos moutons. Et à la Tabaski, bientôt, nous mangerons des moutons assaisonnés aux sachets plastiques. Voilà les répercussions de l'insalubrité sur le cadre de vie des populations, mais aussi sur la santé de ces dernières. Monsieur Steve, face à tout ce qui a été dit, pensez-vous que nous pouvons venir à bout de ce fléau qu'est l'insalubrité? Mon frère, les défis sont grands et les conséquences flagrantes. Il était temps de se pencher sur cette situation bien plus qu'alarmante. Alors il faut émettre des solutions claires et précises, car s'inscrire au développement, n'est-ce pas l'objectif que l'on vise? Mesdames, et messieurs, chers membres du jury, chers co-débatteurs, bien le bonsoir. Je suis Steve V et telle sera ma mission ce soir. Déjà, sensibiliser, encore sensibiliser et toujours sensibiliser sur les dangers de l'insalubrité et du mauvais entretien d'un cadre de vie. On vous l'a déjà dit bien assez, mais je le répète, tout changement tendant à faire évoluer passe par un changement de mentalité. Recycler, réutiliser le verre, le plastique et même l'aluminium. Transformer nos déchets alimentaires en engrais pour cultiver la terre. Voici les bons comportements qui sont de notre responsabilité. Ou plus simple, frère, jette ça dans une poubelle plutôt que de le jeter par terre. Mais si l'Africain ne comprend qu'avec le bâton, alors il est temps d'appliquer des sanctions. Car oui, comme ils l'ont bien montré, il y a des lois contre l'incivisme et l'insalubrité, mais heureusement pour nous, ce n'est que sur le papier. Alors quand l'Africain dit ne pas craindre la saleté, au moins, il a peur de dépenser. Il est temps pour les forces de police de prendre leurs responsabilités. Mais aussi, l'État ne doit pas rester en retrait. Et je vous rassure, elle ne l'est pas. Le lancement du projet Promoge à Meubus ce 23 juin n'en est que le premier pas. L'objectif étant l'amélioration de la gouvernance et des services en matière de gestion des déchets. En espérant justement qu'avec le temps, on alloue à l'environnement un plus grand budget, pour le nettoiement des communes, l'installation des poubelles, balayage, désherbage, éradication des dépôts sauvages, évacuation des déchets et mise en décharge, plantation d'herbes, aménagement d'espaces publics avec des toilettes publiques. Et pourquoi pas un meilleur traitement des eaux usées et une réutilisation pour arroser les jardins, pour les fontaines publiques et aussi pour le corps des sapeurs-pompiers en cas d'incendie ou de feu de brousse. Encore mieux, isoler les usines toxiques à la population afin de permettre une saine urbanisation. Dakar n'est pas la seule ville, il faut apprendre à étendre la population. Car malheureusement pour nous, promiscuité rime avec surcharge et insalubrité. Mais encore, nettoyer le secteur informel. Nos marchés ne devraient jamais ressembler à des poubelles afin de permettre une alimentation saine. Encore mieux pour notre société, instaurer une journée de la salubrité où chaque citoyen, même le président, serait dans la rue pour nettoyer. Amen sana in corpore sano, ce qui veut dire un esprit sain dans un corps sain. Bon, je ne vous ferai pas l'affront de répondre aux accusations que vous venez de faire. Nous traiter de sales, c'est méconnaître la réalité.
Nos camarades, nos co-débatteurs aujourd'hui ont été d'une technicité remarquable. Mais technique à nous rappeler les causes. L'autre avait raison de dire que les grands intellectuels ont le talent des causes et des problèmes, mais non pas l'ingéniosité des solutions et des défis. Le sujet nous interpelle sur les défis. Il est donc important de répondre à la question d'ores et déjà. Vous l'avez manqué, nous le ferons. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, cher public, à la question formulée par un étudiant, pouvez-vous diagnostiquer l'état actuel de la planète? Le légendaire explorateur Paul-Émile Victor répondit immédiatement, je le cite, « La planète est malade, les hommes en particulier. » Cet aphorisme nous est-il étranger? Eh bien non. Nous sommes les sujets de ce lamentable et inquiétant constat. Il s'agit du spectacle de notre vie dont nous sommes les seuls mauvais acteurs. Des phosphates d'Indendoui à Matam, en passant par Richard Toll, Gokhoumbach, Bargny, Rufisque jusqu'à Dakar, le mal inquiétant, mais silencieux des populations est d'une béance sans appel. Terre, mer, air, plage vivent peut-être leurs derniers beaux instants. Et c'est nous, oui, nous qui signons leur arrêt de mort. Nous laissons faire, indifférents, spectateurs de notre finitude prochaine, sourds aux interpellations tristes de mère nature. Nous sommes au banc des accusés. À ce rythme inconséquent, que va-t-il rester de la vie dans notre pays dans un demi-siècle? Rien à l'évidence. Alors que faire? Premièrement et de toute évidence, l'État, car la salubrité est une exigence d'ordre public dont il assume seul la charge. L'urgence commande alors une reconsidération des politiques de développement dictées par une éthique écologique qui semble être la seule issue heureuse à ces multiples agressions au cadre de vie. Qui plus est, l'impératif économique et l'impératif écologique ne sont pas des exigences antagoniques. Loin s'en faut. Il s'agit d'un rapport d'interdépendance à l'avantage du second. Car s'il n'y a pas de propreté, il n'y a pas de santé environnementale. S'il n'y a pas de santé environnementale, il n'y a pas de santé humaine. Et s'il n'y a pas de santé humaine, point de développement. Enfin, mesdames et messieurs, l'ultime panacée interpelle civisme et responsabilité. Nous en sommes conscients. Oui, car les virus et les épidémies jubilent aux occasions que leur offrent nos mauvaises habitudes. Des ordures aux pollutions de toutes sortes. Nos rues et l'air pleurent de notre incivisme. Qui ne connaît pas, soit dit en passant, la chanson Mbedemi Mbedbourle. Mais, malheureusement et dans bien des cas, il s'ensuit des situations regrettables. J'ai le souvenir frais d'un mercredi triste et sombre où le corps sans vie, décomposé, méconnaissable du jeune Babacar, alors âgé de 5 ans. 5 années. 5 années allaient être extraits d'une fosse septique délibérément ouverte par les propriétaires pour en dissimuler sous la pluie le contenu. Plus que jamais, je me rappelle la détresse de ses parents, Fanta et Modou, inconsolables. Et soit dit en passant, en la seule période 2017 à 2021, ils sont 7 enfants, 7 jeunesses, 7 Babacar à avoir été condamnés à cette triste finitude. Yasmina Khadra disait, il est des portes qui, lorsqu'elles se referment sur une douleur, en font un abîme, que même la lumière divine ne saurait atteindre. Mesdames et messieurs, chers publics, ce cadre de vie est notre reflet. Et si on n'y prête qu'une attention polie et distraite, croyez-moi, l'éternité rompra comme s'éclipsent les lampes quand on appuie sur le commutateur. Et nos vies, oui, nos vies, pourraient en prendre à l'image de celle de Babacar le terrible contre-coup. Prions que cela n'arrive pas. Je vous remercie. Je remercie alors nos charmants co-débatteurs de la FSJP pour le cours de juridiction, pour le cours de loi. Et j'ai bien aimé ce... Merci. Et j'ai bien aimé ce petit mot, cette petite citation que l'on connaît tous.
qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Et ils ont cité des lois et encore des lois, mais qui les connaît? Personne. Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi. Ces lois qui sont censées prévenir contre l'insalubrité, ces lois qui sont censées nous sauver, ces lois qui sont censées nous protéger, mais qui pourtant n'agissent pas. Les forces de police sont là dehors. Encore ce matin, il buvait une tasse de café et il l'a jeté au sol. Et encore, j'aimerais revenir sur les propos de ce cher jeune homme qui a encore remis l'insalubrité aux mains de l'État. Mais mes chers frères, mes chers étudiants de l'UCAD, existe-t-il un agent de l'État qui vient dans vos chambres pour nettoyer? Existe-t-il un agent de l'État qui vient dans vos maisons pour vous apprendre à balayer? Existe-t-il un agent de l'État qui vous dit dans la rue de ne pas jeter des saletés? Alors, ce n'est pas à l'État de veiller sur notre salubrité, c'est à nous-mêmes. Bonsoir, charmant public. Je me présente, je me nomme Amidou Bayo, mais si vous me le permettez, je me mettrai un peu en arrière. Je vais lancer un message. Chers compatriotes, chers frères et sœurs africains, vous n'êtes pas censés savoir aujourd'hui que l'insalubrité est un mal présent, que nous devons combattre pour le bien-être commun. Ne dit-on pas dans certains milieux que les microbes ne nous tuent pas? L'attitude actuelle face à ces nombreuses agressions sur notre cadre de vie est aussi qu'absurde qu'inacceptable. Commençons par une population négligente qui montre visiblement que les leçons d'instruction civique équivalent à des cours non sus. J'étais aux oubliettes, évidemment. Passant par ces grandes industries qui se préoccupent plus de leur politique financière qu'environnementale. Mais force est de constater qu'il n'est jamais trop tard pour prendre les choses en main. Churchill disait, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Ceci pour dire, n'attendons pas que la situation soit critique et irréversible pour prendre les choses entre les mains. Chers membres du jury, chers auditoires, chers co-débatteurs, prenons l'exemple sur le Rwanda avec sa capitale Kigali, qui est la ville la plus propre d'Afrique et l'une des plus vertes du monde, et qui fait d'elle l'une des destinations touristiques les plus privées du monde. Nous pouvons relever le défi, nous pouvons y arriver. Saisissons les opportunités maintenant, et ensemble, nous y arriverons. Comme le dit notre célèbre dicton, nettoyer c'est bien, mais ne pas salisser encore. Ne pas salisser encore. Dans ce sens, je ne vais pas m'en aller sans vous laisser sur ces réflexions. Frères et sœurs sénégalais, sur quelle terre marcheront nos enfants? Quel air respireront nos enfants? Dans quelle mer nageront-ils? De ce fait, saisissons les opportunités maintenant, faisons le bon choix, tout en gardant notre environnement sain. C'est l'affaire de tous, ce n'est pas l'affaire de tel ou de tel. Ensemble, changeons notre environnement. Merci beaucoup. Membre du jury, vous avez la parole. Parlez-nous d'eux. Parlez-nous de Wole Soyinka. Il est né le 13 juillet 1934 à Abeokuta au Nigeria. Après un passage à l'université d'Ibadan au Nigeria, il s'envole pour le Royaume-Uni où il entreprend des études de lettres à l'université de Leeds. Wole Soyinka est un homme d'action, un brillant homme de lettres, mais aussi un puissant symbole de courage. Homme d'action car dès 1952, à seulement 18 ans, il crée l'association The Pirate pour combattre la mentalité coloniale. 10 ans plus tard, en 1962, il invente le concept tigritude, répondant alors ironiquement à Senghor et à Césaire, apôtres de la négritude à qui il reprochait de perdre leur temps dans de vaines rhétoriques, alors que le continent noir se débattait dans des problèmes politiques et économiques insurmontables. Il est dans la nature des dictateurs de se comporter en prédateur de l'humanité, disait Wole Soyinka en 1964. Il était alors loin de se douter que lui-même en ferait la triste expérience 30 ans plus tard, en 1994, lorsqu'il sera condamné à mort et contraint à l'exil par le gouvernement du dictateur Sani Abacha. Si les multiples combats politiques et idéologiques ont indubitablement forgé sa réputation, c'est surtout par sa plume que Wole Soyinka a brillé de tout son éclat.
Écrivain prolifique et éclectique, réputé pour la richesse de son imagerie poétique et la complexité de sa pensée, il a publié plus de 53 œuvres, se promenant librement du théâtre à la poésie, du roman à l'essai, de la nouvelle au récit autobiographique. Sa production littéraire foisonnante lui a valu en 1986 le prix Nobel de littérature, devenant ainsi le premier Africain à recevoir cette prestigieuse distinction. Mais hélas, même les plus beaux élans de la vie peuvent être brisés par les coups que délivre intempestivement la vie. En 2014, un cancer fulgurant va se mettre sur la route de l'homme de lettres. Mais en dépit d'une santé déclinante, l'homme est resté droit dans ses bottes. Ainsi, en 2017, à la suite de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, Wole Soyinka déchire sa carte verte en guise de protestation, renonçant ainsi au droit à la résidence permanente aux États-Unis. Interrogé sur son geste, il dénonce l'instrumentalisation d'une vague de xénophobie latente qui existe dans toutes les sociétés. Mesdames et messieurs, Havid Agoun disait que la vie s'arrête lorsque la peur de l'inconnu devient plus forte que l'élan. L'élan de Wole Soyinka était manifestement trop fort, bien trop fort pour être brisé par une maladie, fût-elle un cancer. C'est ainsi qu'en novembre 2019, il déclare dans une conférence de presse qu'il venait de sortir victorieux de sa lutte contre le cancer du côlon. Énième manifestation de son admirable courage. Je vous remercie. Merci. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un très grand monsieur, M. Soyinka. Je n'irai pas vous dire ce que vous saurez via Wikipédia, mais nous allons apprendre selon ses actes et son savoir-faire et savoir-être. On a l'habitude de le dire, pour combattre un système, il faut être dans le système, comprendre le système et combattre le système définitivement. M. Soyinka a eu à intégrer les grandes écoles d'Amérique en tant que professeur et étudiant en Grande-Bretagne. Il faut savoir qu'il est né en 1934 au Nigeria et durant ce temps, ils étaient sous la colonie de la Grande-Bretagne. Dans ce sens, à travers ses écrits en tant qu'écrivain, il passait ses écrits à dénoncer le colonialisme et mettre en avant l'esprit africanisme. Sur ce, chers étudiants, en tant qu'étudiants, nous devons apprendre via ces actes et se dire une chose. Nous sommes tous des politiciens. Nous devons nous combattre pour nos pays. Peu importe le domaine où vous êtes, vous pouvez prendre ces actes et combattre pour le bien-être de votre pays. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler sur la vie de Soyinka, mais sur son idéologie et son combat. Son combat a été mené via des livres, via l'écrit. S'il vous plaît, chers étudiants de l'UCAD, d'externe, menez le combat via les écrits ou autre chose de domaine d'activité ou de métier. Merci beaucoup. Le jury va décider de nous donner le nom de qui sera cité dans la rubrique Si j'étais. Si j'étais le ministre du Tourisme. Si j'étais le ministre du Tourisme. Un très grand honneur, ce serait d'être placé à la tête de ce ministère dépensier d'une importance fondamentale et qui présente, il faut le dire, des enjeux très importants que notre pays doit exploiter et qu'il est en train d'exploiter. J'en mesure donc l'intérêt et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je travaillais à ce qu'il soit l'un des secteurs les plus fondamentaux qui contribuent le plus au développement économique de notre pays. Moi, ministre du Tourisme, je travaillerai à ce que l'ensemble des valeurs touristiques qui existent dans notre pays, je parle de l'ensemble des parcs, de l'ensemble des milieux naturels, dont nous pouvons nous glorifier, que ces lieux-là soient transformés, et bien qu'ils soient valorisés, pour qu'effectivement notre pays soit l'un des pays les plus attractifs dans l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas, il est vrai, comme la Guinée, parce qu'elle a plus de facteurs que nous, mais nous avons aussi des potentialités qui, à mon avis, doivent être exploitées dans le but, effectivement, de contribuer au développement économique de notre pays. Je travaillerai d'arrache-pied à la création d'une autre institution qui existe à l'image de celle qui existe déjà, mais dont j'augmenterai les compétences pour qu'elle soit effectivement beaucoup plus productive et effectivement qu'elle travaille à l'atteinte des objectifs que nous lui aurons fixés annuellement. Enfin, moi, ministre du Tourisme, je travaillerai
fondamentalement à ce qu'il y ait des offres beaucoup plus importantes sur le plan infrastructurel, sur le plan sécuritaire, parce qu'en réalité, si vous voyez bien, si vous suivez bien l'actualité, j'allais dire, si notre pays a un moment ou non, je veux dire fléchi du point de vue du tourisme, c'est effectivement le défi sécuritaire. Je travaillerai donc d'arrache-pied avec le ministre de l'Intérieur, évidemment, et avec les autres services compétents, à ce que la sécurité soit de mise dans les lieux qui seront visités par les différents touristes. Enfin, sur le plan administratif, je ferai de sorte que certaines exigences administratives qui font que des fois certaines personnes se découragent à l'idée de venir dans notre pays, que ces exigences administratives soient dans la mesure du possible, alourdies, j'allais dire un peu neutralisées, un peu, qu'elles ne soient pas endurcies pour qu'effectivement les personnes soient beaucoup plus enthousiasmées à l'idée de venir dans notre pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher public, voilà l'économie de la tâche sacerdotale à laquelle je compte m'investir si une fois je suis ministre du Tourisme. Je vous remercie. Moi, en tant que ministre du Tourisme, je commencerai d'abord par une... comment dire ça? Je commencerai d'abord par redécorer, restructurer d'abord tous les monuments présents au Sénégal. J'en ai marre de voir la peinture du monument de l'excellence, du monument de la Renaissance tomber. Ce monument qui a fait venir tant de présidents au Sénégal, il devrait être refait, il devrait être remagnifié. C'est le terme que je cherchais. Je chercherai à remagnifier les monuments touristiques du Sénégal. Et pourquoi pas l'UCAD, dont le parrain est un grand nom de l'Afrique. Ensuite, je ferai la promotion du Sénégal à travers des films, à travers le cinéma. Le Sénégal n'est pas assez connu, le Sénégal n'est pas assez promu à l'international. On ne connaît le Sénégal que par sa bouffe, on ne connaît le Sénégal que par ses belles femmes. Mais pourquoi pas par ses monuments, pourquoi pas par ses écoles? Alors, c'est à travers ma fonction de ministre du Tourisme que je veillerai à cela. En tant que ministre du Tourisme au Sénégal, commencerai tout d'abord par revitaliser toutes ces zones belles et méconnues des Sénégalais eux-mêmes et des étrangers. Je parle des belles plages, des belles îles, et je parle aussi de tous ces parcs méconnus, mais qui pourraient attirer les étrangers, mais aussi les locaux. Moi, en tant que ministre du Tourisme, j'associerai les collectivités locales afin qu'elles puissent, elles aussi, contribuer à diversifier leurs différentes zones et attirer beaucoup plus de touristes. Je vous remercie. Je veux remercier les candidats, les débatteurs. Je veux remercier les membres du jury qui sont en train de travailler pour nous délivrer les résultats finaux. Je veux remercier les étudiants d'IGT, les étudiants de CST, les étudiants de FSJP, les étudiants d'AFILUE. Je remercie tous ceux qui, de près comme de loin, soutiennent cette action ou cette activité de Caille débattre. Je veux remercier le parrain également, M. Maguetsen et toute son équipe. Remercier le promoteur de cette belle initiative, mon cher ami et frère Koulibaly. Chers membres du jury, vous avez toute la place. Très rapidement, à mon tour de faire quelques appréciations d'usage. D'abord, je voudrais remercier le public d'avoir donné à chaque fois qu'il a fallu un feedback positif aux débatteurs, en les encourageant du haut des fenêtres. Venons-en maintenant à la publication des résultats, qui a opposé FSJP contre AFI-LUE. La note du match est de 11,98. La FSJP s'est retrouvée avec une moyenne de 12,71. Pour AFI, nous avons 11,25. Le meilleur débatteur est Mouché Mbodj.
is counting on you, motherland Africa. Believes in you, my guys. Guy, the bad. Guy, yeah, the bad. Guy, feel you the bad.